Bon, alors Ouais, du coup, vas-y. Mélenchon, Oui. dans le cadre notamment de la menace russe, donc on va un peu parler de ça, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être mauvais, et on va le comparer à ce qu'a dit Villepin. Je pense qu'en plus, ils vont parler du même sujet. La vérité, là, pour faire le petit contexte, on a les avant-goûts de la proposition qui va être faite à la présidentielle. Là, notamment sur la question de la guerre et de la Russie, mais ça sera pas que sur ça. L'un des choix qui sera proposé au moment de la présidentielle, c'est Villepin, le sauveur du centre et du libéralisme, quoi. C'est ça. Genre ce rêve vendu de Dominique de Villepin, l'alternative et à l'extrême gauche et à l'extrême droitisation du pays, quoi. Alors, dans ce contexte, tout comme ça a été très important pour l'élection de 2022, la question de la Russie et de l'Ukraine est durablement ancrée dans la question politique et même dans la façon de faire des personnalités politiques. En fait, là, quand tu vas élire quelqu'un, comment est-ce que cette personne va faire au pouvoir? Et c'est un contexte qui est très important et dans lequel Mélenchon et Villepin se détachent par un certain attachement à la diplomatie qui est intéressant, quoi. Et c'est pour ça qu'on veut un petit peu voir les deux en même temps, parce que pour deux personnalités qui vont être à la fois proches et à la fois antagonistes, parce que Villepin, à la fois sur Gaza, ça le rapproche un petit peu des positions un peu de la France insoumise, etc. Enfin, du moins, de la façon dont la France insoumise a été conspuée parce qu'elle n'a pas voulu traverser la ligne pro-Israël. Il va y avoir à la fois une forme de proximité et une forme de distinction entre les deux. Et c'est pour ça que du coup, le fait que, en plus, ça a été 2 fois dessus, je crois que c'était sur l'événement et sur France Inter, qui sont passés l'un après l'autre pour parler du sujet. Et du coup, c'est intéressant de voir le contraste entre les deux propositions et le positionnement un petit peu qu'ils présentent. Villepin le centriste, quelle blague. Bah, j'ai deux avis. J'ai l'avis de les gens ont oublié que Villepin, c'est un droitard qui nous a fait le CPE. Et plein de dingueries. Zied et Bouna, c'était Villepin qui était au pouvoir. J'oublie pas le fait que Villepin est un homme politique de droite qui a des idées de droite. En même temps, ce n'est pas Retailleau. Ce n'est pas l'extrême droite. Il n'a pas suivi le reste de la droite dans sa fascisation. Pour l'instant, il a l'air de pas montrer ça. Intéressant. Et même moi, je comprends. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que des gens de gauche y voient une alternative. Ça, je ne comprends pas parce que c'est un homme de droite. Mais qu'il y ait une certaine droite, voire un centre droit, qui peut-être pour l'instant fermait les yeux sur la fascisation de son camp, c'est-à-dire toute l'aile droite de Macron, même Macron dans son entièreté, les républicains qui vrillent de plus en plus dans le fascisme et dans l'autoritarisme de plus en plus radical, qu'il y en ait qui soient un peu aveuglés sur ça et qui, la figure de Villepin, leur redonne l'espoir d'une droite un peu moins fasciste, on va dire ça comme ça. Je comprends aussi pourquoi c'est un candidat qui leur tient à cœur. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi je comprends ce qui représente un peu d'inédit dans le paysage de droite, sur son côté un peu moins facho que les autres, et en même temps, je ne comprends pas les gens de gauche qui se laisseraient séduire. Voilà, c'est mon avis pour l'instant. Mais là, du coup, pour l'instant, on va voir l'avis de Mélenchon sur la Russie et l'Ukraine, en sachant que des fois, on n'est pas toujours totalement convaincu de ses avis sur le sujet. Nous donnerons dans 20 minutes la parole à Dominique de Villepin. Mais pour l'heure, Léa, nous recevons Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, bienvenue. Comment qualifiez-vous, pour commencer, le moment que nous traversons? Bouleversement, rupture, effondrement, autre chose? On est dans une phase intermédiaire de très grand danger. Ça me rassure que vous ne soyez pas totalement d'accord. Moi, j'avoue que sur les questions internationales, en fait, des fois, moi, j'ai l'impression que, là, je sais pas si c'est ce qu'il va dire, et je le dis en n'ayant pas non plus mis le data, des fois, j'ai l'impression que l'échappatoire du non-alignement, en fait, qu'il y a des gens qui disent que Mélenchon, il est pro-russe, je pense que c'est faux, mais que il n'a pas envie d'être pro-ukrainien non plus, par détestation des États-Unis, plus que par vraie position sur l'Ukraine. Moi, c'est cette impression qui me donne, en fait. Tu vois, et le truc du non-alignement comme solution ultime, alors que moi, je trouve qu'on devrait pouvoir aider l'Ukraine à se défendre de la Russie, comme on devrait aider la Palestine à se défendre d'Israël, par exemple. Moi, je trouve que quand même, on va pas se mentir, il y a quand même un mépris envers l'Europe de l'Est. Mais partout, hein. C'est vraiment, il y a une espèce... Mais tu sais, quand il avait dit « Oh, t'en connais, toi, des Lituaniens, etc. » Moi, il se trouve que je connais des Lituaniens, je connais des Ukrainiens, tu vois. Enfin, il y a un peu ce truc-là aussi de mépris un peu facile que je trouve qui facilite chez lui aussi le fait de s'en remettre à un discours un peu vaguement pacifiste, mais pas forcément assez armé, en fait. Parce que ayant étudié le pacifisme, ayant étudié aussi l'antipacifisme, le discours de Glucksmann qu'on entend aujourd'hui, je le connais par cœur. Mais le problème, c'est que l'antipacifisme français s'est aussi historiquement heurté à un mouvement pacifiste qui n'était pas particulièrement très conséquent non plus sur le fond, sur la marche à suivre, etc. Et aussi, je trouve que Mélenchon, il a une analyse sur ce qui a amené à la guerre, avec laquelle je suis plutôt d'accord. Mais je trouve la question, c'est qu'est-ce qui fait de cette analyse qui est un petit peu une interrogation. C'était en mode, ok, d'accord, je comprends que l'UE
l'URSS est un héritier de l'empire tsariste et que c'est le seul empire continental où, au moment de son effondrement, l'URSS, qui au moment de son effondrement, on n'a pas rediscuté les frontières, etc. Oui, c'est vrai, mais du coup, on fait quoi? Enfin, tu sais, il y a toujours ce truc-là de oui, c'est ce qu'on aurait dû faire. Et les gens qu'on a en face et qui font l'escalade guerrière, etc., ne partagent pas du tout ça et considèrent que c'était bien fait, etc. Donc oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? En gros, pour que vous compreniez, les gens, j'essaye de vulgariser, c'est que Cassandre, il est en mode, le problème, c'est pas Mélenchon, c'est la vision du combat pacifiste qui ne marche pas, et il y a une inefficacité des discours de la paix, en Europe notamment, qui nous empêche d'être efficace. C'est un peu ce que tu dis. Et du coup, ça dépend presque pas de Mélenchon, ça dépend plus de cette position pacifiste qui est un peu vide de sens parfois et qui va pas assez loin, quoi. Pour moi, il est sur la bonne voie, mais il n'est pas aidé par le fait qu'on manque de méthode, etc. On ne sait pas de quel côté roulera définitivement la pente des événements. Si on suit la logique de M. Trump et qu'on arrive à bien la comprendre, parce que ce n'est pas toujours très clair. Je veux dire, les mesures qu'il prend et celles qu'il applique, il y a déjà un écart. Les mesures qu'il applique et le niveau auquel il les applique, encore un autre écart. Je reviens du Mexique où il annonçait 10 000 expulsions par jour. Il y en a 400, imaginez-vous la tête de ceux qui sont de l'autre côté et qui s'attendaient à recevoir des milliers de gens. Mais en fait, je vois ce qu'il veut dire. Tu sais, il dit, Trump, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un écart. Au Mexique, ils n'ont pas déporté tout le monde. Oui, mais ceux qui n'ont pas déporté, ça les a pas empêchés de les foutre dans des camps. En fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que Trump, il y a des gros effets d'annonce hyper radicaux du genre demain j'arrive à Gaza et j'envahis Gaza, et que après il le fait pas forcément ou pas de cette façon, et que du coup t'as des gens un peu qui vont arriver en mode Trump, en fait il dit des choses mais il y a jamais d'action. Et j'ai l'impression que l'effet un peu toxique, l'effet un peu délétère de dire il dit plein de trucs mais il fait rien, c'est que du coup vu qu'il dit très haut très fort, quand il fait un peu quand même, on se dit que comme il a pas fait très haut très fort, on oublie de voir qu'il a quand même fait des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc comme t'as une dissymétrie entre sa parole hyper violente et radicale, et que en fait du coup le truc qu'il fait, les gens oublient de le critiquer ou se disent il l'a pas fait donc c'est que du coup il fait rien, tu sais, et que en fait faut pas oublier que c'est pas parce qu'il a dit très haut très fort qu'il a pas fait des dingueries, tu vois. Et il a aussi une autre technique, c'est de dire très haut très fort, comme ça les gens en face ils se positionnent et il dit j'allais pas le faire mais vas-y maintenant que tu t'es positionné, il crée le casus belli en disant des trucs à l'avance et en poussant les gens à se positionner. Je vais te taper, du coup la personne se met en garde et tu dis mais en fait j'allais pas te taper, mais vu que tu t'es mis en garde on se bat. En ce moment même, la situation est plus dangereuse que jamais parce que on a commencé un processus de paix et que dans les derniers mètres d'un processus de paix, ou en tout cas quand on est entré dans un processus de cessez-le-feu, il y a toujours les exagérés de chaque camp qui veulent mettre à profit cette ultime période pour grignoter les kilomètres carrés qu'il faut reprendre avant que s'arrête la ligne de front. Et nous les Européens, nous sommes certainement les plus inconséquents de tous les protagonistes de cette histoire. On va parler. Ok, lui c'est vraiment la vie aussi, l'Europe, dernière roue du carrosse, qui court un peu après chaque décision états-unienne, etc. Ouais, c'est ça. C'est en mode on nous dit c'est pas vraiment lui donner tort on sur sait pas ça. de quoi on parle. Là pour le coup il a raison. Moi j'ai vu des gens dire mais en fait là Mélenchon il ment, parce que en réalité l'aide européenne elle est quand même là, elle est importante. Sans l'aide européenne l'Ukraine ça serait encore plus compliqué. Tu sais, en fait des fois t'as l'impression que là je me fais un peu l'avocat du diable anti-Mélenchon, c'est pour que tu précises. Des fois on a un peu l'impression qu'il dit en vrai on fait un peu rien, c'est les États-Unis qui décident, en vrai on est un peu inutile, on marche derrière, donc autant se retirer de tout ça et tout arrêter. Alors là où je mettrais un petit bémol quand même, c'est que je sors peut-être ça de mon cul parce que je sais pas non plus exactement en quoi consiste l'aide européenne, mais notamment pour la question de l'armement. Ça dépend énormément des contrats d'armement qui sont passés, et sur la chaîne en gros de construction de certaines armes, etc. T'en as pas mal qui dépendent des États-Unis, où on doit faire des commandes directement auprès des États-Unis qui négocient auprès de Lockheed Martin, des constructeurs d'armes états-uniens, etc., etc. Et du coup, j'ai l'impression que ce que veut dire Mélenchon pour répondre à l'avocat du diable, c'est aussi qu'une partie de l'aide européenne dépend des contrats d'armement pour des petites, pour des softwares, pour des petites pièces, etc. Qu'on a avec les États-Unis. Ouais, ça c'est le gros scandale aussi, le gros reproche, c'est le truc de, en fait, quoi qu'on décide à propos de l'Ukraine, on doit se débarrasser de l'ingérence états-unienne, que ça soit sur la question de l'Ukraine, on peut pas suivre leurs ordres, et que ça soit pour la défense européenne ou de chaque pays, on ne peut pas dépendre du marché de l'arme états-unienne, on ne peut pas dépendre militairement des États-Unis, et ça veut pas dire que ne pas dépendre d'eux, ça veut dire arrêter d'aider l'Ukraine, mais ça doit être une priorité de sortir de leur joug militaire et économique, quoi. Diriez-vous que Trump peut réussir son coup, là, imposer la Pax
Pax Americana à l'Ukraine et aux Russes? Oui, les États-Unis peuvent réussir dans cette entreprise parce qu'ils ont un complice qui est M. Poutine, qui lui aussi a intérêt à ce que la guerre qu'il a entreprise d'une manière insupportable, c'est d'envahir le voisin, ce qu'aucun d'entre nous en Europe ne pourra jamais admettre. Car si on règle les problèmes par l'invasion, la terre entière va être faite de mouvements de troupes. Donc lui aussi a un intérêt à ce que cette affaire se termine dans des conditions qui soient les plus favorables pour lui. Donc là, il sous-entend qu'il y aurait une sorte de concomitance d'intérêts, qu'en réalité, Poutine serait un peu enlisé dans le conflit et qu'il attend qu'une excuse pour arrêter. Donc ça veut dire qu'il est en mode, là, Poutine veut une sortie du conflit tout en gardant ses billes. Donc j'imagine du territoire, des trucs comme ça, quoi. En fait, garder le statu quo, garder les conquêtes territoriales qui sont derrière la ligne de front russe. Poutine n'a aucun intérêt à arrêter la guerre. Les gens qui disent qu'il veut arrêter pour avoir le temps de renflouer l'armée pour retaper plus tard. Bon, j'ai l'impression que tout le monde a un avis très arrêté qui m'a l'air difficile. Alors le discours de il veut arrêter pour avoir le temps de renflouer l'armée, moi c'est un discours que j'ai beaucoup vu passer justement. Ouais, en mode il est là, faut que je fasse une pause parce que je suis un peu en galère et j'y retourne après, quoi. Ouais. Mais notamment au niveau des soldats, il avait fait appel à des soldats nord-coréens, des trucs comme ça. Enfin, c'est une boucherie d'ailleurs, mais bref. Et à un moment, il a été en galère de troupes. Du coup, il y a une conscription. Enfin, en fait, dès lui, il y a la conscription, mais bon, il y a galère de troupes. Ensuite, comment on ramène des gens d'ailleurs, etc. Et il est aussi un petit peu dans une situation. Il dépend pas de l'approbation démocratique de son peuple pour faire la guerre, mais il fait des guerres par à-coups comme ça, comme avec la Crimée et le Donbass, pour laisser le temps après. Ouais, donc là, on peut. A priori, il va refaire pareil, quoi. Ok. On vous a lu avec Nicolas vos notes, vos célèbres notes de blog, Jean-Luc Mélenchon. Celle du 1er mars, vous écrivez: les Européens ne se sont jamais demandé pourquoi la Russie agissait, ni quels moyens d'éviter la guerre étaient possibles. Ils ont cru qu'ils pouvaient rejeter et narguer sans conséquence la Russie. Les Européens ont diabolisé Poutine et pour finir, ils ont cru à leur propre propagande. Ça nous a interrogés. Les Européens, pour vous, ont diabolisé Poutine. On a nargué, nous, la Russie. C'est la leçon que vous tirez de ces 3 ans de guerre. Ça, tu vois, je pense que c'est le genre de take qui rend les gens suspicieux sur Mélenchon. Oui, c'est là, j'imagine qu'il va... le truc en mode pro-Poutine. Bah, c'est ça qui va s'exprimer, qui va s'expliquer, etc. Mais les gens qui sont un peu en mode « Oula, il est un peu nul », c'est que ces genres de phrases de « Stop », tu sais, c'est comme à l'époque où il disait « La Russie, c'est nos alliés ». Parce qu'en fait, lui, son truc, il est en mode la désescalade. Et qu'il est en mode pour la désescalade, on peut pas se permettre... Alors, il a pas dit c'est nos alliés, c'est des partenaires, il a dit. Oui, ou des partenaires, si tu veux. Mais j'ai l'impression que lui, sa take, c'est faut être malin avec la Russie. Et pour arriver à la désescalade, faut pas rompre le dialogue en étant bête. Ça, c'est le bon soupçon sur Mélenchon. Le mauvais soupçon, c'est Poutine, c'est quand même un peu notre pote. Stop sucer l'Ukraine, c'est juste les potes des États-Unis. Voilà, alors, l'encore meilleur soupçon, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, il parle des années 2000. Et en fait, il parle de tout ce qui a amené en fait à ça. Bon, je dis pas qu'il a raison, qu'il a tort, etc. Mais c'est un peu en mode, voilà ce qui a amené à ça et qu'on a fait les chiens. Mais du coup, là, reste la question de, du coup, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Poutine a attaqué parce qu'on l'a nargué, nous, parce qu'on l'a diabolisé, nous, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Mais j'admets que je ne m'exprime pas assez clairement et donc je vais maintenant vous expliquer comment je vois ça. Quand l'URSS s'est effondrée, c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un empire s'effondre sans qu'on discute les frontières. La grande question, c'est toujours celle du territoire. Et donc, par exemple, la cession de la Crimée à l'Ukraine, c'est une décision du bureau politique du Parti communiste sous Khrouchtchev. Alors, c'est vous dire, il décidait de ça comme ça et tout ça fonctionnait. Bien, l'empire s'effondre, nous faisons, les Européens et les Occidentaux, comme on dit, c'est-à-dire l'OTAN, la promesse qu'il n'y aura pas d'OTAN à la frontière de la Russie. On conçoit que les Russes soient très attachés à ça, puisque dans le moment, ils sortaient du système soviétique. Ouais, parce qu'en fait, lui, il lit cette histoire sur le temps long des relations occidentalo-russes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même sur le rapport de long terme de la Russie à son empire, que ce soit depuis la Russie tsariste, de l'URSS. Pourquoi il remonte aussi loin en arrière? Parce que c'est aujourd'hui, c'est l'une des excuses qu'utilise Poutine de la chute de l'URSS. On s'est fait baiser des bouts de territoire qui sont à nous. C'est ça, là, on est d'accord, Cassandre, je dis pas de la merde là. Ça fait partie des arguments de Poutine de dire que en réalité, c'est du territoire russe qu'il a le droit de récupérer. Je sais pas si ça date de l'URSS ou d'autres moments. Mais en fait, ça date même d'avant. En fait, le problème, c'est que arrêter cette question au démantèlement de
l'URSS, ça pose la question de bah ouais, mais qu'est-ce qui l'empêche d'être irrédentiste de ce qui appartenait à l'Empire russe à l'époque? Irrédentiste, c'est le fait de ne pas se rendre, de refuser de se rendre. Et en fait, un des arguments des Russes, c'est oh là là, Kiev c'était russe. À l'époque, les Ukrainiens, ils étaient appelés les petits Russes et les Russes de Russie étaient appelés les grands Russes. Et en fait, c'était un peu en fait, c'est-à-dire que même si on avait fait une conférence des frontières, blablabla, pour qu'est-ce qui aurait empêché un Poutine de dire oui, mais Kiev à l'époque c'était russe, alors du coup c'est à nous, tu vois, genre tout comme le font les Israéliens avec Israël, tu vois, genre c'est pas déjà assez grand comme ça la Russie, il a besoin de plus là, il veut pas lâcher ça, lâche ça Poutine. Voilà mon avis. Moi je pense que je vais aller le voir. Voilà l'ami de la diplomatie. Je veux dire regarde, c'est grand quand même, lâche ça non? Bon ça le fait. Ressources. Ah vous pensez que c'est plus compliqué que ça les gens? L'Ukraine c'est le grenier à blé de l'Europe quoi. Ah d'accord. Ah donc ça voudrait dire qu'il y aurait des intérêts économiques et que c'est pas juste ok d'accord, terrible. Pour ma part, je considère que la Russie est un pays européen et que donc on aurait dû l'accompagner dans cette transition. On a fait le contraire. Il y a eu des gestes, il y a eu plein de gestes. On a reçu Vladimir Poutine, il était invité au G7, oui, progressivement, on a fait des gestes, non? Il n'y en a pas eu, non? C'est pas l'analyse que j'ai. Inviter des gens à venir à Versailles, tout ça c'est de la gesticulation. Les gens sérieux se basent toujours sur des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est les alliances, les frontières et les échanges matériels. Pour ce qui concerne les frontières, les pays qui environnaient, aidés par les Nord-Américains, ont passé leur temps à les contester. Bref, je ne veux pas leur donner tous les torts, puisque en définitive, l'agressivité de M. Poutine a été prouvée. Mais mettez-vous, si vous me faisiez ça... En fait, j'ai l'impression qu'il essaye d'avoir un discours nuancé que les gens lui refusent, et que du coup, il passe plus de temps à justifier pourquoi faut pas faire les forceurs avec les Russes, et que c'est aussi vraiment son avis que Poutine, c'est un agresseur et un vat en guerre, mais qu'il a du mal à faire entendre qu'il pense les deux en même temps, qu'il est en mode, oui, Poutine, c'est un agresseur et un vat en guerre, mais c'est aussi des manquements du mode de fonctionnement de l'OTAN historiquement qui nous a menés dans cette situation. Il faut qu'on soit un peu malin. Mais du coup, il se fait avoir et on a l'impression qu'il dit soyons gentils avec les Russes, les pauvres, depuis l'URSS, on a été un peu méchants. Je suis d'accord que moi je comprends pourquoi les gens, alors que tu as des centaines de milliers d'Ukrainiens qui meurent, que c'est l'enfer, ils ont du mal à entendre cette position de la part de Mélenchon. Tu vois ce que je veux dire? Moi je comprends pourquoi. Moi j'ai discuté avec des gens qui sont bien renseignés sur ce truc-là, et notamment un Ukrainien qui m'avait parlé et tout, et qui était en mode, mais en fait, pour moi c'est incompréhensible sa position. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai l'impression qu'il veut pas nous défendre de l'invasion russe et qu'il esquive. Et parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il se sent dans la nécessité de nuancer pour justifier une position non alignée. J'ai l'impression que s'il commence à dire que Poutine est un agresseur et que c'est un PB, ça va le forcer dans la position atlantiste. Sauf que tu peux aussi avoir une position de non-alignement tout en admettant une volonté impérialiste de Poutine qui est quand même là depuis quand même plusieurs années. Et encore une fois, le continuum impérial russe, je parle au niveau du pouvoir, mais aussi dans la façon dont, propagande après propagande, la population russe a commencé à se considérer vis-à-vis de l'Europe de l'Est, vis-à-vis de son empire en fait. Et donc je pense que là-dessus, c'est un petit peu ce qu'il baise, c'est qu'il a l'impression que pour justifier sa position, il doit avoir une nuance qui le place dans une position de dire un peu parfois des contre-vérités, ou alors du moins d'être plus dans le bon soupçon que tu pourrais l'être objectivement sur Poutine, quoi. Vous semblez assumer un point de vue qui n'est pas majoritaire, mais que c'est les pays limitrophes qui ont provoqué Poutine, et c'est pour ça qu'il a envahi, comme si lui, il n'avait pas déjà envahi en 2014 le Donbass, la Crimée, etc. C'est-à-dire que la notion de frontière est très floue chez Vladimir Poutine aussi, non? Bien sûr, mais pardon, vous faites des résumés qui sont pas trop acceptables. Ce que j'en ai dit concerne la période précédente, Madame Salamé, lorsque nous avons refusé de répondre. Par exemple, nous lui disons, il n'y aura pas d'OTAN à la frontière de la Russie, et nous permettons qu'un après l'autre, tous les pays qui entrent dans l'Union européenne entrent dans l'OTAN. Et ensuite, en 2008, à Budapest, l'OTAN se réunit, l'Union européenne est là, et il décide que l'Ukraine et la Géorgie, qui sont deux pays frontaliers de la Russie, vont pouvoir adhérer à l'OTAN. En 2008, j'ai écrit que c'était une déclaration qui conduirait au choc. C'est qu'il disait « Ah, mais on s'est mis d'accord avec Gorbatchev pour pas détendre l'OTAN. » Non, l'OTAN a dit tout seul, promis, on s'étend pas, Gorbatchev, il a rien dit, tu vois. Genre, il y a aussi un truc de, en vrai, c'est l'OTAN tout seul qui a dit non, t'inquiète, et puis après qui dit en fait non, et puis du coup Poutine qui est en mode vous nous aviez dit non, on s'était pas mis d'accord, mais très bien, tu vois. Et puis aussi, c'est que le truc, c'est que le vieux, lui, il est contre l'OTAN, qui est pour lui aussi un outil de domination états-unienne au final, que l'OTAN, ça sert un peu aux États-Unis à faire des trucs et que nous, on les suit un peu aveuglément, et qu'il est en mode on a pris des mauvaises décisions à cause de ce truc de merde qu'est l'OTAN, et que ça nous met dans cette situation où la Russie a l'impression
l'impression qu'on veut leur faire la guerre, quoi. Entre-temps, dans la logique, lorsque les Russes se sont aperçus qu'il n'y avait aucune ouverture possible côté européen, ils ont pris d'autres décisions que je n'approuve pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils soient entrés en Crimée, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils soient entrés dans le Donbass, et surtout, par-dessus tout, qu'ils aient envahi l'Ukraine. Je n'ai cessé de le dire. Oui, bah c'est bien quand même. C'est bien qu'il le rappelle. Non, mais ça, en fait, il est dans cette sauce. Bah, en fait, c'est que comme il est dans ce truc à chaque fois permanent de nuancer, alors que oui, c'est vrai que oui, il a plusieurs fois condamné. Je pense qu'il y a des gens qui sont sincères, qui ont envie aussi, qui disent qu'ils condamnent les mouvements militaires russes, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, c'était le truc, tu sais, c'était au tout début de la guerre, ça avait été la sauce, parce qu'en gros, quelques jours avant, tu sais, quand il y avait eu des annonces de mouvements de troupes russes près de la frontière ukrainienne, etc., et qui disaient il ne faut pas céder à la panique, la Russie va pas rentrer en Ukraine, etc. Et après, bon, il s'est caché derrière le fait que tous les experts militaires disaient ça à l'époque, ce qui est pas faux. Et donc, tu avais ce truc-là, du coup, il a tweeté ça la veille ou l'avant-veille, et ensuite, bah, il y a eu l'invasion, et du coup, le matin, il a fait un tweet en mode ah putain, merde, je condamne, il faut la paix tout de suite, blabla, conférence des frontières, etc., parce que c'était déjà dans le programme, etc. Mais du coup, il y a eu presque ce truc de comme au début, il était en mode non, tranquille, tout va bien se passer, et que après, bah, même s'il a condamné, il était en mode conférence des frontières, blablabla, etc. Bah, du coup, genre, on a retenu uniquement que ah ben Mélenchon est poutinien, il ne dit rien sur l'invasion de l'Ukraine, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, il disait je condamne, il faut faire. Mais tu sais, c'est comme pour le 7 octobre, tu vois. C'est vraiment en mode c'est terrible, il faut tout de suite une conférence sur les frontières de Gaza, etc. Tu vois, genre, c'est juste que c'est tout le temps sa façon de faire. En vrai, franchement, je trouve que ça me fait vraiment penser au communiqué du 7 octobre, ce qu'il a fait. Faisons un saut dans le temps. Dans une adresse aux Français, Emmanuel Macron a alerté, je cite, sur la menace russe qui ne semble pas connaître de frontières et n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Ça, t'as vu, je crois que moi, le peu que j'ai vu là de Parole d'honneur, eux, ils disaient là, le problème, c'est que y a la Russie qui envahit l'Ukraine de fait, et l'Ukraine n'a pas à être envahie, doit être défendue. Mais le sous-entendu que la Russie va envahir l'Europe, c'est faux, apparemment, et que c'est pas un bon argument de la part de Macron, et que c'est un peu... Que tu parles de l'Europe continentale ou est-ce que tu parles de l'Union européenne, en fait? Parce que de fait, il y a déjà eu des mouvements... je redis mal ce qu'ils ont dit, hein, mais en plus, vous irez voir la vidéo là, parce que... Il y a déjà eu beaucoup de cyberattaques contre l'Estonie à l'ancienne. En vrai, les pays baltes, ils sont en train de se chier dessus, la Finlande aussi un petit peu. Enfin... Je vais caricaturer, mais il veut refaire il veut reconquérir tout ce qui était l'URSS, presque. Bah, on pourrait caricaturer comme ça. Si on veut caricaturer, oui, c'est ça. Genre, mais c'est pour ça qu'il y a eu tous ces moves avec la Géorgie, la Moldavie, dans les élections, avec la Roumanie aussi, l'intervention dans les élections, etc. C'est un peu ça, c'est reconstituer finalement sa ceinture d'État. J'adore, parce que c'est là que tu vois que le chat, c'est là que tu vois que c'est une question compliquée. Je dis, je suis pas sûr, je pose la question, et il y a des gens qui sont en mode c'est son but, oui, et les autres, nimp. Genre moi, les gens, vous voyez bien que je suis pas dans l'assertion en mode sur 2 mois, là, je pose vraiment des questions en mode pour essayer de comprendre et de mieux penser le sujet. Hein. Croyez pas que je suis en train de faire une leçon géopolitique, hein, je me permettrai pas. Hein. Je pense qu'il a tort de faire cette gesticulation, parce que là, vous n'avez pas été au bout de la citation, mais à un moment donné, il dit que les Russes ont attaqué nos hôpitaux. Vous vous en souvenez? Ça vous fait rien? Je veux dire, le président de la République française accuse un autre pays d'avoir attaqué la sécurité nationale des Français en attaquant un hôpital, et quoi la suite? Rien. Ça, d'un point de vue diplomatique, c'est vrai. C'est-à-dire, explique de manière en gros, simple. en théorie, si les intérêts vitaux de ton pays sont attaqués, tu réponds. Ça veut dire que c'est une déclaration de guerre. Donc, tu te dois de rentrer en guerre, en fait. C'est ça. Et lui, donc, il dit des trucs, et en fait, nos intérêts vitaux sont attaqués, mais on va pas rentrer en guerre. Soit ça veut dire que tu mens, que tes intérêts vitaux sont pas attaqués, et du coup, que ta parole, on peut pas lui faire confiance. Soit ça veut dire que on peut t'attaquer comme on veut, tu répondras pas. Ouais, en fait, les deux positions sont mauvaises. Soit t'en rajoutes, soit tu prends pas les mesures de ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et ça, d'un point de vue diplomatique, c'est un no-go, quoi. Genre, personne, enfin, faut pas faire ça, quoi. Quand vous êtes dans une situation comme celle-là, chaque mot compte. Et vous indiquez à l'adversaire, vous lui donnez des indications. Si vous dites, vous m'attaquez un hôpital russe, je vous ai vu, français, je vous ai vu, vous êtes pris, et que vous ne faites rien, alors l'adversaire se dit, celui-là, j'en fais ce que je veux. Ça me paraît clair, ça me paraît pas être déconnant ce qu'il vient de dire. Mais c'est là où il a une vision de la diplomatie qui date d'une époque où ce type de warfare, de guerre de basse intensité, n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et qu'en fait, c'est des pratiques et des principes diplomatiques qui ont leur histoire, leur vécu, etc., mais qui datent à une époque où attaquer quelqu'un, c'était au moins envoyer quelques troupes. Du coup, quelle était la bonne décision là pour le gouvernement français? Ne pas dire que la Russie a fait ça, ou envoyer effectivement des troupes? Moi, c'est là aussi où moi j'ai du mal à me poser en juge sur cette situation. Surtout qu'en vrai, il y a un principe de proportionnalité normalement. Si on t'attaque d'une certaine façon, tu dois répondre dans la proportion de ce sur quoi on t'a été attaqué. Donc si on t'envoie des cyberattaques, c'est de l'ordre de ta légitime défense d'envoyer une cyberattaque en retour, tu vois. Ouais, mais normalement, c'est la... Est-ce qu'on a envoyé des cyberattaques, nous?
Ça me terrifie. Non, mais dans le sens où, genre, dose, tu vois. C'est pas parce qu'on envoie une cyberattaque sur un hôpital que tu dois envoyer des troupes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, en effet, ta place face à un truc où, et c'est la stratégie de la Russie depuis des années, mais d'ailleurs pas que de la Russie, mais comme la stratégie, ça a toujours été de déployer des guerres de très basse intensité pour passer en dessous de la détection un petit peu du seuil de la guerre déclarée, le grand challenge, c'est du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on imagine une cyberattaque proportionnelle? Moi mais je du coup, pense est-ce que ça nous met pas, tu vois, genre c'est... Israël fait ça en Europe aussi d'ailleurs, ouais, de fou. On a viré la Russie de l'Eurovision, je pense que c'est déjà radical. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est vrai. Je sais pas, hein. Ça me paraît être compliqué. Hein. Est-ce qu'il faut continuer et même augmenter en ce moment même notre aide militaire aux Ukrainiens, alors que vous l'avez dit vous-même, ça bouge, le front bouge, les Russes prennent des villages et des villes. Est-ce qu'on doit augmenter nos armes aux Ukrainiens ou vous y êtes opposé? Mais je suis opposé au tir en profondeur et je mets en alerte tous ceux qui s'amusent à la guerre de studio. Donc là, il parle des missiles longue portée. Les tirs en profondeur sur la Russie égalent la réplique. Nous, les Français, nous sommes un pays extrêmement vulnérable. Il suffit d'un coup à La Hague, un coup sur la centrale de Nogent ou un coup dans la vallée du Rhône et il n'y a plus de France. Vous comprenez? Donc ça vaut la peine quand même qu'on s'interroge avant de rouler les mécaniques. Oui, là, c'est aussi la question du London alignement, c'est de dire, ok, il y a la situation en Ukraine, l'invasion russe, on doit condamner et on doit même aider les Ukrainiens à se défendre, mais à un moment donné, ne nous mettons pas en danger. La question du non-alignement chez Mélenchon aussi, c'est de dire à un moment donné, il faut aussi qu'on défende les intérêts français. C'est complètement faux. Ça fonctionne pas comme ça. Là où ça fout dans la merde, et comme dit Camomille dans le chat, c'est qu'il y a déjà eu des tirs en profondeur sur le territoire russe, qui ont d'ailleurs été vraiment le premier moment où les Ukrainiens ont commencé à répliquer, à faire une contre-offensive, et il n'y a pas eu de réplique. Moi, c'est le problème avec Mélenchon, c'est que du point de vue de ce que j'apprends en cours de diplomatie des relations internationales, ce qu'il dit est théoriquement juste sur la question de la proportionnalité, sur la question de l'escalade, etc. Il est presque dans les trop faits, scolaire en fait, c'est ça que tu oui, c'est presque ça que tu reproches. Oui, parce que dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé, et dans les faits, on peut du coup, en fonction de ce qui s'est passé, prévoir que ça ne se passe pas comme ça. On livre des missiles Scud depuis un an, la Russie n'a jamais rien fait. Oui, c'est aussi ça, c'est que nous aussi, autant la Russie pose des précédents sur lesquels on réplique pas, mais aussi nous aussi, on pose des précédents envers la Russie sur lesquels elle réplique. Donc c'est aussi là-dedans, en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de réplique qu'il y en aura jamais, c'est vrai aussi. Non, c'est vrai. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que là, il n'a pas envahi encore d'autres trucs qu'il le fera jamais. Genre. Et c'est là que tu vois, le niveau de responsabilité, hein, quand tu vois, parce que tu vois, sur la politique extérieure, la géopolitique et la question de la guerre, le niveau de responsabilité de chaque décision, si tu fais pas, tu te laisses faire, tu te mets en danger. Si tu vas trop fort, tu risques de déclencher des foudres. Enfin, c'est là que tu vois que la responsabilité d'homme d'État face aux questions internationales et à la guerre est étourdissante. Hein. Mais tu remarqueras que à chaque, d'ailleurs, c'est ce qu'il lui reprochait parce qu'il fait pas partie des gens qui disent il faut envoyer des armes, etc. C'est ce qu'il avait dit depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. C'était de dire que la responsabilité en diplomatie, c'est de pas dévoiler tes cartes et de pas dire ce que tu... Voilà. Donc il dit oui, il faut envoyer des armes, etc. Mais on dit pas lesquelles. Et tu sais, il défend beaucoup ce truc-là de soum-soum de la diplomatie dont on raconte pas tout dans les médias pour autant, tu vois. Et ce qui est un bon principe, mais résultat, ça veut dire que quand on va l'interroger, il va dire voici ce contre quoi je suis, mais il va pas dire oui, il faut continuer d'envoyer des armes à l'Ukraine, tu vois. Alors que c'est ce qu'il pense, mais il va se dire j'ai la responsabilité de pas le dire, veut pas pour pas les dévoiler. aider. Du coup, les gens se disent ah bah en fait Mélenchon il veut plus aider l'Ukraine et les laisser dans la merde. C'est ça. Ouais, je capte. C'est ça. Je vous adore, mais vous êtes à l'international, vous êtes à l'ouest. Mais on dirait qu'on est en train de faire une masterclass sur l'international alors qu'on est en train de discuter et de se poser des questions. Mais c'est de la folie, hein. Genre, après, vraiment, en plus, comment dire, sur l'international, vous êtes à l'ouest. Genre, si tu n'es pas à l'ouest sur l'international, t'es un menteur. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a plusieurs doctrines différentes au niveau des relations internationales et qu'il y a plusieurs théories différentes au niveau des relations internationales. Qu'elles s'opposent souvent et qu'elles sont en débat très souvent. On envoie des armes ou pas? Je vous ai d'abord répondu... Sur le tir de longue portée. Vous m'avez parlé d'armes, madame. Les armes qui sont en discussion aujourd'hui, c'est les armes de tir profond. Vous avez toutes sortes de gens en France qui disent oui, il faut des tirs profonds pour intimider les Russes, hein, en profondeur. Donc des tirs de missiles. Alors, je viens de vous dire ce qu'il en est de cette affaire. Il y a beaucoup de responsables, y compris à gauche, pour raconter ce genre de bêtises. Non. Alors après, nous, il faut qu'on tienne parole. Il ne faut pas que les Ukrainiens soient désarmés. De ce point de vue, ce qu'a fait Trump en les privant de toutes sortes d'informations, ça s'appelle tirer dans le dos. Le renseignement. Parce qu'on a affaibli la capacité des Ukrainiens à tenir bon dans les heures où il faut qu'ils tiennent bon si l'on veut que la partition qui va se décider dans le cessez-le-feu. Tu vois, voilà. Encore que vous lui, c'est vraiment sa vision, c'est il faut que l'Ukraine tienne bon et se fasse pas décimer le temps qu'on discute des frontières et qu'on décide de comment on cesse le feu. Sauf qu'en fait, si t'as pas un rapport de force pour
ils on voudront discute des pas frontières discuter. autrement. Bah, c'est que voilà, toi, c'est t'es ça. en mode, là, toi, presque, que tu sous-entends, c'est que là où il se trompe, c'est que s'il veut avoir les moyens de raisonner la Russie et de négocier raisonner la avec des question gros des guillemets, frontières, mais oui. non, mais oui, en tout cas, de négocier Oui, la oui. question des frontières, il faut que l'Ukraine ait le moyen d'imposer un rapport de force en premier lieu. Et qu'une Ouais. fois que le rapport de force est imposé, là, tu dis pousse Poutine, et on y va, discussion, Poutine tue force, boule de fumée ninja, on disparaît et c'est fini, quoi. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça, c'est donner des armes à l'Ukraine, et moi, après, j'y vais, je vais dire, je mets la main sur l'épaule de Poutine comme ça, et C'est je ça. lui dis poupou. Et c'est un peu Tu une forces, position Poupou. condescendante. On va tous lui dire lâche ça, Poutine, lâche ça. On arrive, on fait une intervention, on met une banderole, poupou, intervention pour poupou, et on y va, et chacun notre tour, on lui dit lâche ça, poupou, lâche ça. Donc oui, ce sont des méthodes désastreuses pour ce qui nous intéresse. Nous les Européens, nous n'avons pas intérêt à la victoire de M. Poutine, comme nous n'avons intérêt à la victoire d'aucun envahisseur où que ce soit. Alors vous comprenez, je ne peux pas avoir passé des heures à hurler contre l'invasion du Liban, de la Syrie et le génocide pour ensuite trouver tout ça, mais moi au moins, je ne tiens qu'un seul discours. Que l'on parle de Gaza ou que l'on parle de la frontière ukrainienne et russe, je tiens le même discours. Le droit international est zéro invasion, plutôt la diplomatie que la guerre. La faiblesse théorique sur Gaza, c'était la même au final. Ouais, C'était droit international, mais oui, bah, le problème c'est que le droit international, c'est déjà une situation de colonisation. Et donc, le problème c'est que c'est le même. En gros, toi, tu dis vraiment sur c'est sa Gaza, limite. par exemple, ça y est, la colonisation est là, et le droit international dit que la Palestine a le droit de se défendre. Et que, en vrai, on en est là, et que du coup, la question, c'est comment ils se défendent, quoi. Et que, bah, ça y est. Et Genre, tu c'est peux la ligne pas qu'il a tenue sur t'arrêter à Gaza ça. et tout le monde lui est tombé sur la gueule parce que même rien que de parler de droit international sur Israël, c'est déjà trop. Oui, Mais oui. par rapport aux décoloniaux qui sont en mode bah non, de fait, il y a une situation d'apartheid et donc en fait, un État, etc. Bah il allait pas jusque-là parce qu'il dit non, moi je m'arrête au droit, tu vois. Et même parfois en oubliant même que le droit se crée aussi par. Voilà, quoi. Est-ce que vous voyez, vous avez vu la décision prise par l'Union européenne de rassembler 850 milliards pour la guerre? Je fais deux remarques que je veux faire à votre antenne. La première, ce n'est pas la priorité. Nous avons besoin d'urgence de nous préparer au changement climatique car il aura un impact aussi militaire. Le changement climatique va pousser des millions de gens à travers des frontières. Okay. Là est la priorité. Les 800 milliards représentent peut-être 20 fois, 30 fois ce dont on a besoin pour faire la transition écologique. Donc c'est là qu'est la priorité, c'est-à-dire faire baisser le niveau des causes de guerre. Il ne faut pas qu'on se réarme, il ne faut pas qu'on mette plus d'argent pour se réarmer, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui dans le monde tel qu'il va. Écoutez, tout ce qui est dit pour les Français est un tissu d'aberration. Les Français ont un système de défense qui s'appelle la dissuasion nucléaire. Si on en a changé, on le dit et on change nos méthodes. Oui, quand on est à intervenir au Mali, en France-Afrique, on n'a pas envoyé la dissuasion nucléaire, on a envoyé des troupes en fait. Genre, je ne sais pas. Genre, ouais, mais lui là, il dirait qu'il faut pas le faire. Pas le seul ça. système de défense. Oui, mais justement, il dirait que en fait, je pense que son discours, c'est que on ne devrait pas envoyer des troupes au Mali et que la dissuasion nucléaire suffit pour se défendre et qu'on doit plutôt penser à des choses plus urgentes. Je pense que c'est ça. Oui, mais après le problème, c'est que tu peux pas que te contenter de la dissuasion nucléaire. La raison pour laquelle la France a une défense puissante, c'est aussi qu'elle a une armée de métier, qu'elle est une armée plutôt bien dotée technologiquement, intellectuellement, etc., etc. Enfin, c'est pas que la bombe nucléaire qui nous protège. C'est aussi qu'on a une armée redoutable. La dissuasion, pour moi, c'est un pari. Je suis très agnostique sur la dissuasion nucléaire. J'y crois pas entièrement, mais je sais que c'est parce qu'on continue de développer un discours dans lequel on y croit qu'elle continue d'exister. La dissuasion, le principe, c'est que c'est une croyance partagée. Tu vois, genre, ouais, c'est que tout le monde s'est mis d'accord pour le dire de bon, on va pas trop loin parce qu'on a tous ce moyen de s'entretuer, quoi. C'est ça. Et ça crée une sorte de statu quo un peu presque hypocrite, quoi. C'est ça, mais ça n'empêche pas les guerres de basse intensité, ça n'empêche pas tous les autres trucs en fait qui peuvent être autour. Ça n'empêche pas les cyberattaques, la dissuasion nucléaire. Donc bon, il y a plein de trucs comme ça où on peut pas juste se limiter à ça, d'autant que y a un vrai enjeu, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'armement, qui est de déjà reprendre le contrôle sur les pans de l'armement dont on dépendait, qui ont été un petit peu vendus aux intérêts états-uniens. Et notamment au niveau européen, parce qu'en France, on a nos super avions français et c'est génial, sauf qu'en fait, les autres, ils ont besoin des F-35. Du coup, les F-35, si tu les fais pas réviser une fois tous les temps, ils décollent plus. Après, et du coup, si les États-Unis. Il est pas en mode faut désarmer la France non plus. Non, bien sûr, il n'y a pas besoin d'une accélération.
multilatéral. Oui, en gros, il dit sur le désarmement nucléaire, il faut qu'on désarme tous ensemble. Et ce que lui demande Salamé, c'est de dire est-ce qu'il faut accélérer l'armement et la militarisation de la France? Et lui, il est en mode non, il dit pas on se désarme, il dit il n'y a pas besoin de l'accélérer, il y a d'autres priorités. Il n'est pas là à dire la fleur au fusil, on arrête l'armée, tu vois. Il est pas non, bien sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de mettre autant de thunes en plus dans l'armée, quoi. Et surtout pour moi, plus entendable. Moi, la vraie question, parce que mettre des thunes en plus, c'est genre why not? Parce que ça fait un bon petit moment que, tu sais, même quand Macron il avait pris le pouvoir, que tu avais des généraux qui ont claqué la porte en mode il nous a pas donné les garanties suffisantes pour que l'armée reconstitue ses capacités techniques en termes d'armement, etc. Et tu avais des généraux un petit peu qui s'étaient énervés, qui avaient un peu claqué la porte à ce moment-là. Mais moi, comment dire, en fait, parce que tout ça, c'est des chiffres. C'est genre, tu mets de la thune pour booster l'armement. Ok, d'accord, mais pour faire quoi? Pour le produire en France? Pour l'acheter ailleurs? Enfin, c'est ça la question qui se pose. Parce qu'après, le fait de dire oui, mais toute cette thune, faudrait la mettre dans la transition écologique. Oui, mais bon, la raison pour laquelle on la met pas dans la transition écologique, c'est pas parce qu'on préfère l'armée à la transition écologique. C'est parce que fondamentalement, les gens croient pas à la transition écologique. Tu vois. Enfin, c'est pas parce que tu mets pas cette thune dans la défense que tu vas la mettre dans la. Voilà. Vous dites ce matin, clairement, il ne faut pas augmenter nos dépenses militaires, nos budgets militaires. Non, mais écoutez, Madame Salamé, c'est la nouvelle mode des journalistes. Vous dites ceci, vous dites cela. Contentez-vous de ce que je dis, parce qu'à mon avis, je sais parler tout seul et j'ai pas besoin de vous. T'as répondu à côté, frère. Donc, je demande qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Vous, les aigles de plateau, vous n'avez même pas été foutus de repérer. Les aigles de plateau. Mais oui, parce que vous avez tout compris. Mais vous n'avez même pas été capable de faire une règle de 3. 850 milliards décidés par l'Europe, c'est pile poil la somme que M. Trump demande, 5% de la richesse du continent, pour financer la guerre. Alors vous ne trouvez pas curieux que la réponse qu'on fait à M. Trump au moment où il est en train de nous lâcher, ça soit de lui donner exactement satisfaction à ce qu'il demandait. Vous voulez que je vous raconte la suite? Voilà, ça, il y aura une parce trêve. Que, encore une fois, une partie de nos capacités d'armement dépendent de contrats d'armement avec les États-Unis. C'est un peu le truc de oui, bon, c'est marrant qu'on réponde pile sur le même chiffre, quoi. Ça rend un peu complotiste. Le truc de, comme par hasard, Trump dit l'Europe, vous allez me mettre 800 milliards. Et 3 jours plus tard, on a décidé un truc tout seul, par hasard, sans corrélation, on va mettre 800 milliards. C'est un truc de, en fait, on est vraiment les petits chiens des USA. Genre, on fait vraiment ce qu'ils nous disent de faire, quand ils le disent de faire, et puis c'est bon, quoi. C'est ça chelou, revient au fait quoi. que l'Europe a quand même, en termes de défense, une doctrine de réalisme défensif, c'est-à-dire, on se met du côté de l'hégémon, et avec un peu de chance, on aura les dividendes de la paix. Alors que, sauf que là, on est vraiment à la situation où on sait que ça a pu marcher. Au problème de base qui est mélangé à la question de qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine, qui est comment on fait pour se débarrasser des États-Unis dans notre gestion de la question militaire, que ça soit en France ou à l'échelle de l'Europe, en fait. Et c'est là où la question du non-alignement est légitime, mais du coup, ce non-alignement doit être armé d'une diplomatie claire et d'un armement vraiment indépendant, tu vois, par exemple. Ouais, mais ça pourrait être une question politique. C'est vrai, tu pourrais les décorréler, quoi. Genre, on pourrait avoir un positionnement basé sur comment aider l'Ukraine et empêcher la Russie d'envahir tous les ex-pays de l'URSS, tout en se débarrassant des alliances états-uniennes. C'est totalement compatible. Donc c'est là que, dans sa façon de parler, on comprend pas, quoi. La somme des budgets d'armement aujourd'hui, Madame Salamé, aujourd'hui, c'est 2200 milliards. Ça représente la richesse produite par 80% des pays de la planète. Cette somme suffirait à assurer la transition énergétique dans la planète. Pour l'Europe, c'est 300 milliards. C'est la somme qui est demandée. Pas moi, Mélenchon, qui vous le dit, ni Greenpeace, ni aucune organisation de ce type. C'est l'Agence pour l'énergie internationale, c'est-à-dire un organe de l'OCDE. Ça, internationalement, là où moi je ne peux pas lui donner tort, c'est que tout cet argent investi pour se faire la guerre, si on le mettait pour se sortir de ce qui est en train de détruire la planète à longue durée, tu vois, c'est qu'il y a quand même des décisions politiques internationales qui sont prises sur ce sujet-là, quoi. J'ai rien compris. Les gens, ils disent tout ce qu'on dépense dans l'armement, on pourrait s'en servir pour sauver le monde, en gros. Genre, ok, il y a un côté un peu idéaliste, tout ce que vous voulez, mais de fait, t'es obligé de considérer cette idée-là. Mais c'est là où considérer que internationalement, collectivement, le monde choisit de s'armer et de se faire la guerre à des endroits au lieu de s'organiser pour pouvoir maintenir en vie l'endroit où on existe, quoi. Mais en fait, c'est là où c'est ça encore une fois qui est frustrant avec son discours, c'est que il a un discours de pacifiste et de prévention des guerres sur lequel j'ai rien à redire. Mais le problème, c'est que du coup, il se retrouve dans le cliché où une fois la guerre venue, le discours pacifiste devient un peu absurde parce que oui, d'accord, il faut prévenir. Oui, mais là, la guerre est là. Ça, je suis d'accord. Ça, je vois ce que tu veux dire.
dire. Genre, t'as un peu ce truc. Et en fait, ouais, mais bon argument dans le chat qui dit en plus, faire la question de l'écologie, c'est aussi empêcher des futures guerres à cause des dérèglements climatiques. Donc, en vrai, il faudrait faire les deux. On en revient à ça. Et puis surtout, mettre fin à l'invasion de l'Ukraine, c'est aussi un enjeu écologique. Parce que c'est un écocide, en fait, ce qui est en train de se passer aussi. Non, mais là où t'as raison, c'est que faut régler les conflits en cours tout en réglant la question écologique, donc en garantissant d'éviter des guerres de territoire à cause du dérèglement climatique. C'est ça. Mais là, on revient dans cette sauce du capitalisme et de la production capitaliste. On revient dans ce truc-là. Mais sur le mode de la prévention, il a totalement raison. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, je trouve que son discours garde quand même des bases en lesquelles j'ai confiance politiquement. Mais le problème, c'est que une fois la guerre là, il a encore du mal à raisonner, quoi. Il sait comment prévenir, mais pas trop comment arrêter. Mais ça, c'est la question éternelle du pacifisme. Est-ce qu'on sous-estime la menace russe vis-à-vis des pays européens? Ces concepts-là sont absolument abstraits. Je vous invite à ne pas sous-estimer la menace de guerre pour la France. Je vous en donne un exemple fort simple. Nous sommes absents de la discussion. Cessez-le-feu à quelles conditions? On n'en sait rien. Que demandent les Français? On ne pose pas la question. Que veulent les Européens? Ils ne demandent rien d'autre que de faire la guerre à la Russie. Figurez-vous que nous devrions poser sur la table nos propres garanties de sécurité à nous, Européens et Français. Premièrement, si vous faites un cessez-le-feu, toutes les centrales nucléaires ukrainiennes doivent être entourées de casques bleus. J'ai bien dit de casques bleus, pas de pays qui sont liés à l'OTAN, puisque les Russes n'en veulent pas. Et quand on fait la paix, ça peut empêcher l'invasion du Liban. Deuxièmement, le traité qui concerne les missiles à portée intermédiaire, ça va vous paraître curieux, mais intermédiaire, c'est 5000 km. Les casques bleus, ça a l'air d'être cette bonne idée qui a jamais vraiment marché. C'est pas pour rien que quand la mission d'interposition au Congo en RDC s'est arrêtée, que la population, notamment du Kivu, était en mode ouais, cassez-vous, on n'en peut plus, etc. Parce que les casques bleus, globalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils violent. Et ils ont même pas le droit de. Enfin, ils doivent juste interposer, mais ils ont pas vraiment le droit de tirer, etc. Donc c'est vraiment. Il y a un truc de totale absurdité. Et comme disait Camomille dans le chat, pour envoyer les casques bleus, il faut une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est qui a un droit de veto au Conseil de sécurité? Ah ben c'est la Russie. En mode, ok, on va demander l'envoi des casques bleus, on va demander à la Russie du coup. Mais en fait, parce que tu arrives aussi dans le truc qui est frustrant, c'est l'impuissance du système onusien. Enfin, déjà, le droit de veto à l'ONU, c'est un problème en soi. Mais genre, l'impuissance du système international à arrêter la guerre. Et en fait, la question éternelle de la paix qui se pose et qui se heurte toujours au fait que les intérêts ici et là vont toujours se déployer de façon à garantir un certain degré d'action belliciste, voilà, et notamment par la Russie et tout, quoi. Mais après, les États-Unis aussi, qui peuvent utiliser leur droit de veto, comme ils l'ont fait pour Israël, etc. Enfin, c'est, voilà. Théoken en a pas mal parlé. C'est un problème fondamental. Et je pense qu'on arrive au bout de l'impuissance de l'ONU. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut prononcer des propositions qui ne soient ni injurieuses ni impraticables. Quand je dis rétablir ce traité, ça signifie clairement qu'il a déjà existé et que des gens l'ont déjà signé. Alors après, pour mettre ça en forme, certainement qu'il faudrait demander plutôt à M. de Villepin, dont ça a été le métier qu'à moi. Mais ce qui compte en politique, et de Villepin en a, c'est la volonté. Dans quelle direction vous voulez aller? Moi, ma direction, c'est la paix, et je l'assume. Je ne participerai pas à la surenchère de vocabulaire guerrier. Merci de nous avoir donné la transition sur la fin était pas mal, notre nouvelle invitée. On peut vous applaudir et accueillir Dominique de Villepin. Parce que là, il y a eu tous les sous-entendus de Salamé de « Ah, donc vous aimez Poutine et vous voulez désarmer la France et offrir la France à la Russie. » On a vu ces sous-entendus. Est-ce que va y avoir les mêmes sur Villepin? Non, ils n'ont pas été si pires. Étrangement moins... Ouais, il y a eu pire. Moins... Oui, il y a eu pire, franchement, il y a eu pire. Dominique de Villepin, bonjour. Alors, même question pour commencer. Quel mot employez-vous pour décrire le monde depuis le retour de Donald Trump aux affaires? Désordre, chaos, règne de la loi du plus fort. C'est un basculement historique qui bouleverse beaucoup des repères de la vie internationale. Pour tous ceux qui la suivent de près, cette vie internationale, retrouver les États-Unis dans une proximité avec Vladimir Poutine, c'est pour le moins une surprise. Voir à la fois des menaces pour la sécurité de l'Europe, mais aussi pour la démocratie européenne, et venant du pays qui était le défenseur du monde libre, c'est une révolution. Donc oui, il y a un basculement du monde et il faut se préparer en conséquence et en tirer bien évidemment toutes les leçons nécessaires si nous voulons, nous Français, nous Européens, pouvoir défendre notre indépendance. Guerre commerciale avec le Canada et avec nous, volonté d'annexion du Panama, Groenland, transformation de Gaza en Riviera, humiliation de Zelensky au-delà des outrances. Quel regard vous portez sur la politique? Elles sont mieux les questions de Villepin. Ah bah ouais, il a des bonnes questions lui. Putain, c'est plus stylé, là tu peux taper sur Trump, parler d'autres sujets que juste la Russie. Poutine, vraiment, Mélenchon, c'est vous êtes fan
de Poutine, et lui, il peut juste taper sur Trump et sur le fait que c'est une grosse merde. Putain, j'aurais kiffé. En mars, vous avez fait une phrase pour dire un truc un peu compliqué. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la faute de l'Ukraine? Quoi? Ah ouais, de fou. Et lui, il a les meilleures questions. Politique de Donald Trump, mais aussi sur l'homme, le style, l'entourage de ces milliardaires de la tech qui l'entourent. Mais il a trop de chance. Que représente-t-il? Mais attends, mais Mais de fou. Je suis jaloux de fou. Mais une cohérence à leurs déclarations, à leur politique, et sont-ils encore nos alliés? Ça fait beaucoup de questions. Alors il y a une tentation qui serait facile, c'est de minimiser ce que nous voyons sur la scène mondiale et de dire c'est un opportunisme, un transactionnalisme. Je crois qu'il faut aller plus loin. Nous assistons à la confirmation d'un impérialisme américain hybride, qui a donc un double visage. À la fois un visage révolutionnaire, qui nous concerne nous directement, puisque ce visage révolutionnaire, il pousse au changement de régime. Les régimes qui leur déplaisent, les régimes qui ne vont pas dans le sens de l'idée qu'ils ont d'une démocratie très proche de la démocratie libérale, eh bien, combattons-les. C'est ce qu'a fait Elon Musk au Royaume-Uni, c'est ce qu'il a fait en Allemagne, et pourquoi pas demain dans d'autres pays. Donc, saisir toutes les occasions pour promouvoir une idée de la démocratie qui n'est pas la nôtre. Le deuxième visage de cet impérialisme, c'est qu'il est réactionnaire. Il est réactionnaire en défendant un ultra-conservatisme qui le rapproche du poutinisme. Et c'est là où il y a une sorte d'alliance civilisationnelle qui se dessine avec des Steve Bannon, avec des Elon Musk, avec des J.D. Vance. C'est le discours de Munich qui nous donne une leçon sur la libre expression, sur la démocratie. Comment vous l'avez reçu, ce discours de Munich de J.D. Vance? C'est un discours qui nie tout ce qui fonde pour nous la démocratie. Putain, mais en fait, c'est horrible parce que t'as Mélenchon qui a dû s'expliquer sur un truc compliqué de prise de position sur la diplomatie face à la Russie en temps de crise, et lui, il peut juste passer pour le progressiste en tapant sur Trump et en Steve disant Bannon. Les États-Unis c'est des fascistes, et puis il y a J.D. Vance et Steve Bannon, et c'est terrible et le monde change. Ça me rend malheureux. Bah, au demeurant, c'est vrai tout ce qu'il dit, mais oui, non, mais bien sûr. Démocratie, la défense de l'état de droit, la défense des règles, la défense des limites. Nous sommes devant une Amérique qui est saisie par l'hubris de la puissance. Quelque chose d'illimité, quelque chose qui rejoint en profondeur l'histoire américaine, l'idée de la frontière, pousser toujours plus loin, toujours plus à l'ouest. Eh bien, nous sommes convaincus au contraire qu'il faut un monde organisé, un monde multilatéral, un monde fondé sur une certaine idée de l'homme universel. Tout ça est balayé. Et on voit bien vraiment le même discours en que quelque Mélenchon. sorte, ce partenariat d'hommes forts qui se dessine. Sur le multilatéralisme, Mélenchon, avec les mêmes limites, cela dit. Il aurait répondu les mêmes trucs sur ces questions-là. Il aurait été très bon, j'ai aucun doute. D'un Donald Trump très prompt à vouloir cultiver ses relations avec Vladimir Poutine et avec d'autres grands de la planète, mais faisant peu de cas de la démocratie et des Européens. Dans le regard que Donald Trump porte sur le monde, de ce point de vue, vous y croyez à De Villepin candidat 2027? Ah, mais il va y aller. Je ne crois pas, j'en suis. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il est là. C'est évident. Est-ce qu'on y croit qu'il va gagner? C'est une toute autre discussion. Mais il sera candidat. L'Ukraine n'existe pas plus que l'Ukraine n'existe pour Vladimir Poutine, et l'Europe n'existe pas plus parce que l'Europe n'a d'autre vérité que vassaliser pour Donald Trump. C'est particulièrement vrai pour les techno-entrepreneurs qui l'accompagnent. Dominique de Villepin sur l'Ukraine, il ne peut pas réussir un deal, un pari comme celui qu'il est en train de tenter avec les discussions de Jeddah, la perspective d'une trêve d'un mois. Est-ce que ça peut marcher? Ça peut marcher tactiquement et à court terme. Et c'est bien pour Même cela réponse que Mélenchon il a pour créé l'instant. les conditions d'un cessez-le-feu, d'une trêve qui, pour le moment, ne comporte aucune clause. Et nous savons que dans cette négociation avec Vladimir Poutine, eh bien, Donald Trump a lâché l'essentiel de ce qui constitue l'intérêt général ukrainien. C'est-à-dire le fait que l'Ukraine puisse un jour rentrer dans l'OTAN, le fait que l'Ukraine puisse retrouver sa pleine souveraineté territoriale, le fait que c'est aussi ça, c'est que la grosse différence, c'est qu'il a pas, parce que Mélenchon, sa double casquette anti-OTAN mêlée à la situation russo-ukrainienne fait que tout est compliqué dans ses explications parce qu'il doit défendre comment gérer cette crise, comment sortir du conflit, tout en n'accélérant pas et même en remettant en question tout le temps, alors que lui il parle dans un cadre qui est déjà existant, donc c'est beaucoup plus facile de dérouler, quoi. Nous on doit accepter, nous Européens, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la question qu'on vous pose à vous, c'est-à-dire face à ça, vous dites qu'il a lâché et Zelensky a été obligé de signer lâcher 25% du territoire aux Russes, ne pas rentrer dans l'OTAN, peut-être même le changement de régime, peut-être que même il a donné aux Russes la tête de Zelensky. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Alors, c'est pour cela que l'enjeu est si important pour nous. L'enjeu, c'est bien sûr ce que nous allons faire quand même, que la condition de la paix soit le changement de régime en Ukraine. Oui, parce que vu en mode, que on intervient dans la vie démocratique ukrainienne tranquille. Mais l'argument qui place, c'est que comme devait y avoir des élections, mais que les pouvoirs spéciaux d'état d'urgence, je sais plus comment ça s'appelle, fait qu'ils les ont reculés, donc ils sont
en mode l'Ukraine c'est pas très démocratique, vous auriez dû changer de chef. MDR, oui, bah, en pleine guerre. Poutine en face, hein. Oui, puis en pleine guerre, frère. Enfin, c'est bon, tu peux comprendre pourquoi il delay le truc, quoi. Faut arrêter. Bah, surtout que tu peux pas garantir des élections dans lesquelles tu peux avoir confiance quand t'as des loi martiale, ouais, c'est ça, loi martiale. Puis surtout, du coup, il va être réélu instant, Zelensky, la vérité, non? Mais il me semble qu'il est assez populaire en tout cas. Après, c'est quand même c'est quand même le visage de la résistance ukrainienne vu de l'extérieur. Peut-être que c'est faux, hein, j'en sais rien, je me rends pas compte, ça, j'ai aucune idée. Et les Ukrainiens, quoi qu'il arrive, à tenir et à pouvoir décider de la politique qui doit être la leur, de l'avenir qui doit être le leur, mais au-delà de cela, il y a bien sûr le réveil européen, parce que nous constatons que dans le jeu des puissances, nous n'existons pas. Or, l'Europe, c'est la condition d'un équilibre du monde qui ne serait pas ce grand partenariat d'efforts. L'Europe est indispensable à l'équilibre du monde. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer notre puissance. On s'est réveillé là. Je pense que nous sommes en train de nous réveiller. Nous l'avons pas encore tranché, c'était intéressant. Lui, il est dans le truc de faut plus d'armes, l'OTAN, et faut que l'Europe soit un troisième bloc qui se met entre les deux en étant plus puissant militairement. Faut que ce soit la puissance d'équilibre entre les gros fous des deux, quoi. Ouais, russe et entre Russes et Américains. Ouais, c'est vraiment un peu une vision gaulliste, même si De Gaulle, il était au niveau de la défense, il était quand même pas pour la défense européenne. C'était l'Europe, mais bon, c'est quand même la France, quoi. Mais c'est un peu ça, il faut qu'on soit une puissance qui contrebalance les folies des autres, quoi. Mais ça, c'est gaulliste dans le fond. Ouais. Dans le discours du président de la République, il y a un angle mort. Il parle de la menace russe, mais il ne parle pas du tout du fait qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire qui n'a plus la fiabilité d'antan, c'est les États-Unis. Pourquoi? Ça, c'est parce que Macron, c'est son hubris aussi. Moi, je l'ai vu, ça m'avait choqué quand il avait répondu à Simon Pêche, où lui, Macron, il est en mode I can fix him. Oui. À propos de Trump. Il a vraiment ce truc de. Il était déjà comme ça depuis 2010. Mais moi, Trump. Que Macron, il a connu 2 mandats de Trump. Genre, moi, Trump, je le connais. En vrai, c'est vrai qu'il est un peu instable et qu'il angoisse les gens. Mais moi, je pense qu'il va nous servir. Et moi, je vais savoir le canaliser, quoi. Genre, tu vois vraiment qu'il a cette prétention de dire Trump, j'en fais ce que je veux. Moi, je vais pouvoir m'en servir. Et de un peu mettre sous le tapis ce que dit Villepin, où genre Trump, c'est chaud quand même. Ils sont tenus par les États-Unis. Les États-Unis nous tiennent par le dollar. Ils nous tiennent par l'extraterritorialité du droit. Et ils nous tiennent par l'extraterritorialité de la technologie. C'est-à-dire que tous les Européens ont acheté des armements américains. Et ces armements, ils ne peuvent pas les employer si l'Amérique décide qu'ils ne pourront pas les employer. Ils peuvent les désactiver depuis Washington. Exactement. Un F-35 sur une base en Allemagne ne peut plus décoller. C'est quand même un problème. On peut imaginer le nombre de problèmes d'ingérence et de comment ça nous met en danger de dépendre des États-Unis pour l'armement, mais que ça soit pour l'utiliser, même si c'est pas ça, que ça soit pour se réapprovisionner, que ça, genre, quel que soit l'angle sous lequel tu le prends, c'est un problème d'être dépendant d'eux, même si c'est juste pour les acheter, hein, même s'ils n'ont pas le contrôle une fois qu'on les a, on s'en branle, tu vois. Genre, ça veut dire que même, j'en sais rien, de la maintenance, du réapprovisionnement, du truc, enfin, tu vois. C'est ça. Le bail des F-35, c'est de la maintenance. En gros, c'est pas qu'il y a un bouton pour dire plus aucun F-35 ne décolle, tu vois, mais c'est qu'en effet, pour garder le droit d'utiliser le F, parce qu'en fait, il faut l'envoyer régulièrement dans une maintenance pour être sûr que les ordinateurs fonctionnent, des trucs comme ça, etc. Et s'il n'est pas envoyé à la maintenance, là, automatiquement, il se met en off, il décolle plus. Bah voilà, donc ça pour moi, ça suffit à dire que c'est de la merde. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. C'est pas qu'ils vont dire hop, vous décollez plus, mais c'est juste qu'en fait, tu les auras pour 3 mois et puis après, bah, tu pourras plus, quoi. Et surtout là, genre, on rentre en conflit. Oui, il y a aussi les fonctions GPS. On rentre en conflit avec les États-Unis. C'est eux qui ont fabriqué toutes nos armes. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, désolé, ça reste quand même une vraie question d'indépendance, quoi. À partir des pays les plus déterminés en Europe, et on voit bien l'Allemagne, les cancels, les F-35, incroyable. Formidable pour les Européens, l'arrivée de Frédéric Merz. Le Royaume-Uni, dans le cadre de l'OTAN, mais aussi la Pologne. On a un triangle de Weimar, plus le Royaume-Uni et quelques pays, je pense à des pays comme l'Italie, je pense à des pays comme la Suède, qui peuvent constituer une sorte d'avant-garde et ouvrir le chemin pour des grands projets européens d'équipement, pour un format qui pourrait constituer la base d'un commandement européen, parce que nous devons avoir un leadership dans le domaine de la défense. Voilà, lui, il est fou l'Europe de la défense, en tout cas. Du réveil en matière militaire. C'est une question qu'avait posée Mélenchon, je crois, sur France 2, c'est d'accord, très bien, un commandement européen, mais qui décide? Est-ce que c'est von der Leyen? Bon, elle n'est pas élue. Est-ce que c'est un chef d'État qui tourne? Dans ce cas, comment on est sûr qu'on n'est pas... en gros, c'est un mode, ok dans l'idée, mais c'est qui décide? Comment on prend les décisions? Comment est-ce que... Sachant que l'Union européenne n'est déjà pas une démocratie, comment est-ce qu'on donne les conditions? Moi, quand je vois comment ça se passe sur les questions économiques, j'ai pas envie que ça soit la même merde sur les questions militaires, désolé. Hein. Aussi, un réveil dans le domaine de l'économie, de la technologie. L'indépendance, c'est pas seulement sur le front militaire, c'est aussi dans le domaine de la souveraineté. Et il faut se convaincre qu'aujourd'hui, il y a un risque d'entente civilisationnelle entre les États-Unis et la Russie. Et nous devons donc défendre notre idée de la démocratie, et bien évidemment, comme toujours... Il a une vision libérale de la guerre de civilisation. Il est en mode, il y a une entente civilisationnelle entre eux, alors nous devons incarner la civilisation de la liberté. Il retourne la guerre de civilisation d'un point de vue défensif. Alors effectivement, le réveil européen dont vous parliez, c'est peut-être la seule
nouvelle positive de ces dernières semaines, mais vous alliez en parler, je pense, au cœur de l'Union européenne. Il y a malheureusement au moins un allié objectif de Vladimir Poutine, Viktor Orban. Alors comment on fait avec ça pour continuer à avancer? Vous avez raison. Merci pour cette question. Il y a à la fois la Hongrie, il y a aussi la Slovaquie, et puis il y a des pays qui hésitent sur la ligne à conduire. On le voit par exemple pour un pays comme l'Italie. Donc le but, c'est bien évidemment d'essayer d'embarquer tout le monde. Une des conditions du succès pour l'Europe, c'est l'unité. Il faut prendre en compte tout le monde. Mais c'est là que tu vois, moi, où je quitte le bateau Villepin, c'est que tu vois son réflexe libéral, européiste, et que la réponse à tous les problèmes économiques, diplomatiques, militaires, tout ce que tu veux, c'est toujours l'Europe. C'est là que tu vois que ça reste un européiste libéral, quoi. Ça reste son logiciel politique. C'est comment tu fais l'unité de l'Europe alors qu'on est en pleine montée des fascismes. Genre, c'est pas parce que oui. Villepin sera élu président qu'on aura endigué le fascisme en Europe, en fait. Bah donc, oui, c'est ça. Genre. Et surtout, encore une fois, c'est comme ce que je dis tout le temps. Faut être deux pour faire la paix. Il suffit d'une seule personne pour faire la guerre. Donc, du coup, s'il y a un pays d'Europe qui décide de faire chier tout le monde, est-ce que c'est un principe de majorité? Est-ce que si la majorité des pays sont d'accord pour faire la guerre, est-ce qu'on les fait? Si un seul pays, est-ce qu'il y a un droit de veto? Parce que quand même, il faut garantir la souveraineté et qu'en fait, techniquement, l'Europe ne remet pas en question la souveraineté des États. Donc, du coup, si un pays s'en va, etc., est-ce qu'il peut opt-out? Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait si... Tu vois, genre, il y a beaucoup de questions quand même très concrètes à se poser qui sont pas juste, faut qu'on s'entende tous, quoi. Le second tour Mélenchon-Villepin, vous rêvez, mais bon. Ah, vous rêvez des fois. Donner l'exemple aujourd'hui, ça veut dire qu'un groupe de pays, un noyau dur, se constitue et part pour justement montrer la voie de ce que pourrait être une organisation de défense européenne. Alors il faut être pragmatique. Il y a une transition. Cette transition fait que cet effort doit être fait aujourd'hui dans le cadre du pilier européen de l'OTAN, mais avec vocation à s'émanciper le plus possible. Les gens en mode Villepin est là pour faire barrage à JLM lors d'un second tour. Ah oui, ok, oui, ça y est, j'ai compris. Ouais, mais là, vous enlevez l'extrême droite de l'équation, je vois pas comment. Moi, je pense que Villepin, c'est pas l'extrême droite qui va siphonner. Villepin, ça va être les macronistes de gauche et les glucksmanniens. Et peut-être même le PS un peu. Je le vois pas siphonner l'extrême droite. Quand on parle de risque de guerre et d'efforts à faire, c'est aussi quelque chose qui va bénéficier à tous les Européens, à l'économie européenne. Nous sommes dans un monde dangereux. Dans un monde dangereux, il faut avoir les moyens de s'affirmer, il faut dépendre de personne. La France a eu la lucidité, il y a bien des décennies avec le général de Gaulle, de voir juste. Elle savait, la France du général de Gaulle, qu'on ne pouvait pas compter sur quiconque à l'heure de vérité. Et donc, nous avons choisi la voie de l'indépendance et il faut accompagner les Européens dans cette même voie. Dominique de Villepin. Attends. Du coup, il est en mode De Gaulle, il avait compris qu'on peut faire confiance à personne, du coup, il faut être indépendant. Du coup, il faut qu'on emmène l'Europe dans notre indépendance. Mais donc, on peut pas leur faire confiance, faut être indépendant, mais indépendant avec d'autres pays, faut qu'on inspire dont l'Italie et la Hongrie, ou j'en sais rien. C'est là que tu vois qu'il y a le paradoxe entre son discours non aligné, indépendant. Ouais, c'est ça, son européisme l'empêche d'aller au bout du gaullisme, quoi. Genre, il y a un paradoxe, désolé. Hein. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon et ce discours qu'on entend aussi, qui est de dire arrêtons d'être va-t-en-guerre, il faut pas mettre de l'argent dans la défense, il vaut mieux le mettre dans la transition écologique, misons sur la paix, peut-être même désarmons. Qu'est-ce que vous lui dites? Il y a un choix à faire. Tout ça bénéficie, y compris à la transition climatique. Dès lors que vous développez une industrie, par définition, il faut essayer qu'elle soit le plus décarboné possible. Donc l'innovation qui... oui, l'industrie de l'armement, on va faire en sorte qu'elle soit le plus décarbonée possible. C'est là que tu vois que c'est vraiment un libéral et que c'est un capitaliste. Il est en mode non, ne vous inquiétez pas, on va faire du business, mais on va le faire de manière écolo, la guerre verte. On va faire un Nutri-Score. C'est là que vous voyez l'arnaque. Moi, je suis désolé, en dehors de sa maestra et sur le côté international, son expérience diplomatique, ok, d'accord. Mais sur le fond politique, il veut faire du business et il dit ouais, vous inquiétez pas, en fait, si vous nous laissez faire du business de l'armement, en fait, on va le faire de manière le plus décarbonée possible, donc ça servira à la transition. Genre là, il y a une arnaque, désolé, genre... Les tanks électriques, oui, de fou. C'est là que tu vois que dès que ça parle politique, économie et tout, ça redevient ce mec de droite. Désastreux, genre, parce que t'as vraiment une vision écologique radicale contre le camp écologique et un camp pacifiste historique, tu vois. Genre. Dans le monde qui est avancé par un certain nombre de ceux que vous évoquez, il y a cette idée que la France et l'Europe pourraient se tenir en quelque sorte entre les deux blocs. Le problème, c'est que les deux blocs, eh bien, ils ont profondément changé de nature. Nous ne sommes plus dans le monde des années 50 et des années 70, et donc nous ne pouvons plus aujourd'hui omettre d'exister comme puissance. Puissance indépendante et puissance démocratique, puisque c'est sur ces deux aspects que nous sommes menacés. Merci Dominique de Villepin. Je vois pas en quoi c'est contradictoire avec le non-alignement. Oui, parce que le non-alignement implique de s'en donner les moyens. Oui, genre on dirait que le non-alignement, encore une fois, il a mélangé ça avec la non-existence. Tu sais, genre le non-alignement serait de l'abandon, serait de la neutralité, serait du retrait. Genre le non-alignement serait un laisser-faire de l'alliance. Genre la Russie
Russie et les États-Unis, vous faites ce que vous voulez, nous on n'est pas alignés, on laissez-nous dans notre coin s'il vous plaît. Mais c'est pas ça qu'il dit. Moi, vous avez bien vu que Mélenchon cherche à aller au fond de son discours et même de le critiquer et de machin. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont en mode nous, on fait un signe peace and love et on laisse les gens faire des trucs. Quoi. Notre critique envers son discours, que il a un peu le truc de bon, les Ukrainiens, on fait en sorte qu'ils meurent pas trop vite et comme ça, nous, on ira s'occuper des conférences pour la paix à leur place, tu vois. Genre limite, Mélenchon, il a une vision aussi un peu presque condescendante et voilà quoi. Ouais, de fou. Non, mais après, il faut un non-alignement européen global quand Mélenchon dépend d'un non-alignement français, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça la vraie différence, c'est que lui, du coup, ça veut dire que Mélenchon, il dit on va fabriquer des tanks écolos avec une petite pastille verte et Mélenchon, il est en mode non. C'est sur les ZFE. Genre voilà, c'est ça. Genre que Mélenchon, il est en mode non, stop la course à l'armement, faut qu'on sorte de la crise climatique. Vous êtes en couve de Marianne avec cette question, avec cette affirmation d'ailleurs, c'est même pas en forme de question. En route pour l'Elysée. Diable, c'est tout un programme. Ouais. Ça. Vous l'avez le programme ou pas ? Vous l'avez le programme ou pas encore ? Vous m'invitez ce matin pour parler d'un sujet majeur. Il y a une angoisse chez les Français, il y a donc un combat à mener. L'élection présidentielle, c'est dans 2 ans. Ne précipitons pas les échéances. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le président de la République doit partir avant l'heure. Oui. Ok, bon, en tout cas, il va y aller, vous avez compris. On a compris. On va faire des ZFE pour empêcher les chars russes critère 6 de rentrer en France. Ah ouais. La folie.